Bien, désolé pour ce petit retard à l'allumage. On court de plus en plus vite, on s'améliore de plus en plus donc. Comment ? Courir de plus en plus vite, penser qu'on s'améliore de plus en plus. Mais si, je reste optimiste. Bien, avant que Gérard vous présente la soirée, la thématique de ce soir, je voulais vous dire que le vendredi 11 janvier, c'est à la fois loin et très proche, à 19h, nous organiserons dans la salle des anciens, au Cantoun des anciens, notre assemblée générale, car vous savez que nous sommes une association. Et en fait, nous vous invitons à, si vous avez envie de venir, nous invitons à venir et à soit ce jour-là vous limiter à donner votre avis sur ce qui est bien, ce qui pourrait améliorer, sur des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, soit, pourquoi pas, nous donner un coup de main de manière un petit peu plus régulière. Bref, la porte vous est ouverte et vous êtes les bienvenus. Voilà. Comme d'aucuns disent que je suis arrivé en retard, que donc j'ai fait perdre beaucoup de temps, je vais faire cet effort surhumain de m'arrêter là. Ça te surprend, hein? Ah oui. Hein? Là, t'en perds quasiment tous tes moyens. Je viens juste de m'asseoir. Ouais, c'est ce que j'ai vu, je sais. Bon, j'ai pas le temps de me reposer. Là. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, Bien, à tout à l'heure. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ce film ne vous a pas déplu. S'il vous a plu, c'est encore mieux. Peut-être en dire quelques mots. Hein, si vous avez... est-ce que vous voulez exprimer quelque chose au sujet de ce film? Comment vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il vous a choqué, ému, déçu? Faites tout ce que vous voulez. Oui? Tu veux la parole, Louis? Tiens. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a... J'ai pas saisi ce qui a permis la réconciliation avec sa maman. Est-ce que vous avez compris Enfin, j'exprime ce que j'ai compris, moi. je vais exprimer ce que j'ai compris, et peut-être que c'est pas du tout la... Il faudrait avoir la réalisatrice avec nous ce soir pour le savoir exactement ce qu'elle a voulu. Moi, je pense que le fait que petit à petit, elle sorte de cet état de dépendance, elle a pris du recul sur sa relation avec sa mère et qu'elle lui a pardonné sans doute un certain nombre de choses. Les relations, en tout cas, ce qu'elle ressent par rapport à sa mère s'est apaisé et donc elle a rétabli le contact. Voilà, mais je suis pas sûr de moi là-dessus. Hein. Est-ce que tu as un avis autre que le mien, Mylène? Non, enfin moi je suis pas sûre qu'elle était vraiment tant en conflit que ça avec sa mère, en fait. Oui, elle l'a tabassé, oui. Mais j'ai envie de dire, c'est un épiphénomène. Enfin, je sais pas, moi, t'avais l'impression qu'il y avait un conflit lourd avec la mère. Alors, Michel Coudrier, qui est psycho et qui bosse, et qui a pas mal travaillé aussi sur cette question des addictions. Hein. Il y a plein de choses qu'on sait pas sur la relation entre cette mère et cette fille. On a l'impression. Ça a sûrement été très compliqué. Je sais pas si ça marche. Non. Oui. Oui. Attends, je te le mets un peu plus fort. Je veux dire, ça a sûrement été compliqué, mais en tout cas, elle est peut-être une des rares fois où elle est un peu plus prête à se normaliser, entre guillemets. Du coup, la relation avec sa mère laisse la place à quelque chose. Ouais, moi, à la fois on entend bien qu'il y a eu des conflits très très lourds avec sa mère. Elle parle beaucoup au début elle parle de délaissement, elle parle mais elle parle d'un vide, mais moi j'entends pas un conflit, j'entends un vide, beaucoup plus. Qu'elle essayait en tout cas dans la relation à sa mère. Et sa mère, elle dit mais je n'étais pas là. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est plus de cet ordre-là que de l'ordre d'un conflit. Mais je pense que
Non, non. Pardon. On n'est pas si nombreux non plus, peut-être. Ah oui, d'accord. Pour la qualité de l'enregistrement. Ça y est. Excusez-moi. Mais je pense qu'au niveau de la compréhension, il y a quand même des choses à deviner. Ouais. Je pense que cette fille, elle a eu un parcours difficile, lourd, mais une clé d'explication, je pense que ça peut être le fait qu'elle a touché le fond. Il faut toucher le fond pour rebondir. Et le rapport avec sa mère, c'est un peu marginal, d'accord? D'abord, sa mère, je pense qu'elle n'était pas trop concentrée à récupérer sa fille. Elle était plus concentrée, peut-être, c'était de la rencontrer devant l'éducateur, c'était une étape, un devoir que c'était prévu dans le parcours, mais la mère n'était pas trop concentrée. Ouais, tout est venu assez facilement pour la mère. C'est surtout un effort de la fille d'aller vers sa mère. Mais je pense qu'avant de dire il y a eu une réconciliation, il y a eu la fille qui a touché le fond de la rebondi. Pour quel mystère, pour quel miracle, pour quel prodige, on ne sait pas. Moi, je suis croyante, je dis dans son cœur peut-être que quelqu'un a fait une prière pour ça, mais il y a eu un déclic qu'on ne connaît pas, mais que ça laisse l'espace à beaucoup de réponses. Ah, il y a plein de questions. Oui, alors moi ce que je voudrais souligner, c'est le travail remarquable que font les groupes de parole et toutes les personnes qui accompagnent finalement ces gens qui sont en dépendance. Mais moi ce qui m'intéresse, bien sûr, ça c'est important, mais ça c'est du curatif. Dans le préventif, sur quel levier il faut agir? Est-ce que c'est dans le domaine familial, le domaine social? Dans quel domaine il faut agir pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui tombent en dépendance? Parce que le curatif, c'est magnifique ce qu'ils font, hein, remarquable, mais est-ce qu'en amont on peut agir pour qu'il y en ait de moins en moins qui deviennent dépendants? On prend la deuxième personne, là, puis on en parle après. Bonsoir, moi je trouve que c'est vraiment un beau film, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde qui soit venu le voir. Ce qui m'intrigue, moi, c'est l'autre fille. Parce que celle-ci, là, Céleste, je dis pas que c'est facile à comprendre, mais bon, sa maman était toute seule, elle avait laissé la petite, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on comprend que l'addiction est venue combien vite. Et puis il y a l'autre fille qui a manifestement une famille aimante, qui n'est pas dans la misère, et qui, elle aussi, à un moment donné, est tombée. Et ça montre que ça peut arriver à tout le monde, et voilà, et pourquoi elle est tombée, l'autre aussi. Alors c'est vrai que dans le film, il y a plein de questions qui sont... Enfin, il y a plein de trous un peu, notamment effectivement pour Siem. Il y a plein de choses sur la dynamique familiale qu'on ne voit pas. Ça c'est un peu compliqué, c'est parce que ça reste un peu énigmatique. Sur la question... alors sur les groupes, on se le disait juste en aparté avant, ça fonctionne bien souvent. Enfin, moi je préfère les groupes de la fin que j'ai l'impression, je ne suis pas une spécialiste là pour le coup des lieux de soins comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu caricatural. Le pas de sexualité, ça n'existe pas, ça n'existe plus en tout cas. Après pour le reste, c'est un peu, je trouve que c'est un peu caricatural cette partie-là. Après oui, les groupes ça marche bien. La question qui se pose, il me semble, c'est la question du lien, qui me semble essentielle. La question du rythme, c'est-à-dire que oui, vous parlez de toucher le fond, c'est pas n'importe quand. Après, cette question qui se pose tout le temps de est-ce qu'elles vont s'aider mutuellement ou est-ce qu'elles vont se tirer vers le fond? Moi j'ai tendance à penser que deux personnes qui vont très mal, parfois elles ont du mal à remonter ensemble. Pour autant, il n'y a pas, moi je ne sais pas s'il y a une règle où on ne peut pas systématiquement. Par contre, la question du lien, il me semble essentielle. Et le groupe, il sert un peu, c'est un peu ça, cette question. Dans l'addiction, moi je travaille avec, je disais que je fais de la formation, je travaille souvent avec un psychiatre qui travaille dans un centre de soins,
qui est directeur d'un centre de soins, et qui depuis quelques années dit que l'addiction, assez bizarrement quand on voit leur vie, c'est la réduction au plus simple. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne se pose plus la question de la relation avec ses parents, des difficultés, il n'y a plus qu'un seul truc, il n'y a plus qu'une seule chose. Et que du coup ça réduit beaucoup, et que remettre un peu de complexité, des fois ça aide. Et c'est très long et c'est très compliqué, mais c'est pouvoir remettre un peu de complexité, c'est remettre un peu de vie finalement au milieu de tout ça. Et je trouve que ça, on le voit un petit peu, ces allers-retours, à quel point à quel point c'est compliqué. Enfin, moi, à un moment, j'avais l'impression dans le film qu'à travers les yeux de Céleste, c'était délirant ce groupe. Enfin, j'avais l'impression qu'elles étaient complètement décalées et que c'était complètement décalé. Et puis, il y a un moment, elles arrivent à faire groupe aussi avec les autres. Je crois que c'est vraiment là aussi des moments où ça peut se réorganiser, basculer un peu. Mais parce que là, on rentre dans la complexité des liens, d'accepter aussi d'aller vers l'autre, et je pense que ça se passe là. Et la question de la prévention, elle est un peu là aussi. Comment on aide à aller vers l'autre, comment on aide des familles aussi, oui. Moi, alors c'était pas vraiment sur l'addiction, c'était sur les problèmes de comportement, dont l'addiction. Moi, j'ai commencé à vouloir travailler avec des familles. Quand j'ai travaillé longtemps au milieu carcéral, et quand je travaillais avec les mineurs incarcérés, donc c'était il y a très longtemps, 25 ans, et où j'ai commencé à me dire, mais c'est pas avec eux qu'il faut bosser, c'est avec leur famille. C'était une erreur parce qu'il faut aussi bosser avec eux. Mais où on voit bien que ça commence, que cette question du lien, elle est essentielle pour prévenir, pas pour tout prévenir, mais pour prévenir peut-être ces moments un peu extrêmes. Et pour finir, moi, il y a une chose qui était présente pour moi tout le long du film, c'est la question de la limite. De la limite qu'elle cherche quand elle crache à sa mère, mais faut que tu le dises que je t'ai tapé, comme si là elle cherchait encore qu'on l'arrête. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps cette question, alors d'en toucher le fond, mais de chercher quelque chose là qui fasse, qui contienne un peu. J'ai vraiment cette impression à plusieurs moments dans le film. Je te laisse la parole. La question de la prévention, pour moi, elle est très complexe, parce que des fois, on ne sait pas trop pourquoi, à un moment de vie, il y a une rencontre avec le produit, et après, c'est très compliqué d'en sortir. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les années 90 avec ce qu'on appelait toxicomanes à l'époque, essentiellement des héroïnomanes. Et après le premier shoot, ça devient très très compliqué, quoi. Et du coup, après, il y a tout un parcours. Sur les deux personnalités des jeunes filles, il y en a une qui a une famille très structurée, et qui d'ailleurs a caché pendant longtemps, ce qu'elle dit, sa consommation, qui a tenu un peu le change. Et puis Céleste, dans ce qu'on sait, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que sa vie a été compliquée depuis qu'elle était petite. Et qu'elle avait besoin de trouver un ailleurs, et qu'elle a trouvé un produit qui lui a permis de se vider la tête, comme elle disait. Moi, je trouve que le film est très optimiste, parce que pour que Céleste redevienne comme ça, grâce à enfin, je minimise pas le travail d'un groupe comme ça, parce que je trouve que c'est très important. Mais qu'il n'y ait pas aussi d'autres accompagnements individuels, etc., je trouve que ce serait extraordinaire, ce chemin qu'elle a fait. Parce qu'il faut une force énorme pour se remettre à tenir un travail, donner du sens petit à petit, accepter justement de... Est-ce que vous le trouvez réaliste, pardon, excusez-moi, est-ce que vous le trouvez optimiste, ok, mais réaliste? Réaliste, c'est une question de rencontre. En général, dans le parcours, moi j'ai suivi des gens, je vous dis, pendant longtemps, et en général, dans mon expérience, qui n'est pas une valeur statistique, mais il y avait une quinzaine d'années de toxicomanie en général, 10-15 ans, et ils avaient été un peu au bout du bout. C'est-à-dire qu'après, c'est une rencontre aussi avec des soignants, à un moment où ils sont prêts, si cette rencontre se fait, mais souvent, il y a eu des tas de tentatives. Chaque fois, la rechute, en général, est plus sévère. Et on dirait qu'il y a un suivi énorme, parce que quand on voit dans le deuxième groupe de parole, il y a des personnes qui sont là, et ça fait par exemple 10 ans qu'ils ont arrêté. Ouais. Donc, ça veut dire que même une fois sortis, enfin qu'ils ont arrêté, 10 ans après, 15 ans après, ils ont besoin quand même d'un suivi. C'est ce qu'on dit, c'est que comme l'alcoolisme, on devient abstinent, mais on reste alcoolique. Et là, on a l'impression que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que lorsque on a l'habitude de prendre un produit, dès que ça ne va pas, le produit permet d'être ailleurs. Donc c'est une façon de résoudre le problème. Alors très momentanément, parce qu'effectivement, une fois que le produit a pu faire effet,
les problèmes reviennent, et puis il y a toute la dépendance du produit qui pose des tas de questions, notamment la recherche d'argent, etc. Encore peut-être pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes, mais la prostitution notamment. Mais ce réflexe-là, de se dire quand ça ne va pas, je recours au produit, le perdre, c'est très compliqué, parce qu'il faut trouver d'autres solutions. Et ce qui était, parce que moi quand j'ai vu le premier groupe, ça me rappelait quand je travaillais dans les années 90, parce qu'on accueillait des gens après sevrage, dans des appartements avec l'abstinence, et au moindre dérapage, ils étaient dehors. C'est des choses qu'on ne voit plus maintenant, mais qu'à l'époque étaient, parce que c'était avant l'arrivée de la méthadone, je parle, début des années 90. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de faire ça, parce que à l'époque c'était des modalités, en pensant que c'était une méthode peut-être un peu dure. Mais tant qu'on n'a pas permis aux gens de trouver d'autres solutions que le produit, notamment l'accès à la parole essentiellement et au lien, pour essayer quand ça ne va pas de trouver des solutions pour faire passer ce moment, le réflexe c'est le produit. Et donc c'est très compliqué parce que si vous les mettez à devoir être clean, quand ça ne va pas là, s'il n'y a pas du monde autour, vous leur demandez la possible. Donc là je trouve que Céleste, grâce à ce groupe en tout cas, et son parcours, arrive à trouver les ressources pour regarder les plantes pousser, puis s'apercevoir qu'il y a des choses, il n'y a rien, puis tout d'un coup ça pousse, quoi, parce que c'est un peu l'image du film. Une question. Je voulais dire dans les groupes de parole, c'était pour répondre un peu à madame, en fait les anciens sont les aidants. Oui. Ils sont pas là pour être forcément aidés. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ben si, j'ai assisté à beaucoup de groupes de parole et les anciens sont souvent là et continuent. Et non seulement sont là, mais les autres ont leur numéro de téléphone. Ils se téléphonent entre eux s'il y a une urgence, etc. Donc c'est pas forcément parce que eux ils ont besoin, mais surtout ils passent leur relais. Et ils sont là, ils sont des exemples pour motiver. Voilà. C'est aussi une façon d'aider les autres, c'est aussi une façon de s'aider, des fois, et de continuer à s'aider. Hein, tous les groupes effectivement, tous les groupes, c'est des groupes de pairs, on n'a pas des groupes d'autosupport, c'est ce qu'on a vu avec les alcooliques anonymes au départ, et puis maintenant on voit la même chose avec des personnes addictes. Il y a d'autres façons, alors c'est vrai que Michel parlait de la méthadone juste avant, Gérard parlait du baclofène. Le baclofène, mine de rien, c'est un peu une révolution en ce moment, hein, parce qu'on n'est plus comme on pouvait être à cette époque, justement. Et avec la méthadone, pareil, sur l'abstinence à tout prix, et donc ces groupes à ce moment-là, mais sur aussi d'autres possibilités, d'autres alternatives. Alors après, le thème c'est sortir de la drogue. Est-ce que quand on passe à un produit qui va nous permettre de resocialiser quelqu'un, de prendre un autre rythme, un autre mode de vie, et de rester sous un traitement de substitution, ce qu'on appelle ça sortir ou pas, ça c'est des questions personnelles, hein. Chacun essaye de trouver ses solutions, mais en tout cas c'est vrai que la méthadone, le Subutex, puis maintenant le baclofène ont permis de modifier un peu cette chose qui était un peu en tout ou rien quand même, hein, soit on est abstinent, soit on est toxicomane. Maintenant il y a plein de choses entre les deux, enfin d'autres possibilités, ça commence à être vrai pour l'alcool aussi, on n'est plus dans le tout ou rien non plus, mais de comment apprendre à gérer une consommation qui soit acceptable pour qu'on ait une vie qui soit pas trop souffrante et qui puisse fonctionner, et où socialement on puisse fonctionner. Et après ça c'est un peu au rythme de chacun. Il y a une chose qui apparaît pas dans le film, et moi j'ai bien aimé le moment où sa mère lui dit quand même t'es une guerrière ma fille, et puis juste après il y a l'image où elle soigne les plantes et où elle dit je vais vous protéger pour toujours. On peut quand même se dire que les paroles de sa mère parfois elles lui ont fait du bien, mine de rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'infos sur ce qui se passe pour Siam dans sa famille. On peut se dire quand même que la place des sœurs, là, elle n'est pas évidente. Il y a une chose qui apparaît pas du tout dans le film et que moi je vois assez fréquemment aussi. C'était par rapport à ce que tu disais sur... c'est très très optimiste. C'est très optimiste parce que j'ai quand même l'impression que Céleste, effectivement, il y a une question d'abandon. En tout cas, elle démarre très tôt des consommations parce qu'elle est très livrée à elle-même et qu'elle fait les mauvaises rencontres, mais qu'au fond il y a quelque chose de très solide psychiquement chez elle. Je ne crois pas que ça soit le cas de toutes les personnes toxicomanes, et que ça c'est
c'est aussi une réalité, quoi. La toxicomanie, enfin, l'addiction, parfois, elle masque plein d'autres choses. Hein, c'est un symptôme qui peut masquer plein d'autres choses. Donc enlever le symptôme, des fois, c'est retomber dans d'autres choses et retomber après, c'est pas simple du tout. Et c'est à ce titre-là peut-être qu'il est très optimiste, ce film. C'est que Céleste, c'est quand même quelqu'un effectivement d'assez costaud, et on sent qu'il y a quelque chose de construit quand même derrière. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, moi. T'es pas convaincu? Moi, je suis moins convaincu. Mais moi, je suis encore plus optimiste, peut-être. C'est peut-être le moment de donner une indication sur la réalisatrice, le déclenchement pour faire ce film et de passer à son premier long métrage. Il faut dire que le scénario de ce film est influencé par une expérience vécue par la réalisatrice. Il y a de l'autobiographie. On peut penser que la réalisatrice n'est pas Céleste, elle est plutôt Siem. Voilà. Et donc l'optimisme du film, il vient aussi du fait que grâce au groupe de parole, et je pense que c'est ce qui apparaît en tout cas dans le dossier de presse, c'est grâce à ces groupes de parole que la réalisatrice a réussi à sortir du cercle infernal de la drogue. Voilà. Oui. Après, par rapport à ce que tu disais sur les groupes de parole, ce que tu dis, je pense qu'il y a toute une partie qu'on ne voit pas aussi, parce que cette femme qui lui trouve l'appartement, on peut se dire qu'elles sont en lien, parce que c'est Siem qui lui présente, après ça dure. Je pense que le lien avec elle, on ne le voit pas, mais qu'il est présent tout le temps en fait. Parce que cette dame, elle lui trouve un appartement, puis un deuxième. Et elle joue pas cette partie de l'éducateur du début, à deux vous y arriverez pas, ou seul tu y arriveras pas, ou seul faut... C'est-à-dire qu'elle tente le coup à chaque... Elle les laisse, quoi. Elle tente le coup de « Ok, moi je veux pas savoir, mais vous prenez l'appart à deux ». Elle aide Céleste quand Céleste se retrouve seule, alors qu'au départ elle suivait Siem. Et puis j'ai l'impression que c'est elle, Madeleine, et que c'est elle qui emmène vers Siem. Elle suit un peu le rythme quand même. C'est vrai que moi j'ai l'impression que... Peut-être poser une question, non? Non, j'ai l'impression que toutes les deux forment un groupe à deux. C'est ça? Et c'est vrai que le regard de l'autre est très important. Je pense que peut-être ce qui les sauve les deux, Céleste et Siem, c'est justement elles ont l'impression qu'elles vont s'en sortir, elles replongent toutes les deux. Et c'est le regard de l'autre qui devient très compliqué. Faut que je règle l'arsène. J'y arriver. Lequel c'est en plus? C'est le mien, non? C'est quoi, on l'éteint, hein. Il faut que tu mettes ton corps en protection par rapport à... Comme ça? D'accord. Voilà. Je ne bouge plus. C'est-à-dire que Je ne bouge plus. Voilà, et tu parles comme ça, mais tu ne le mets jamais D'accord. sans ton corps. D'accord. Ouais. J'en aurais même trois. Alors, j'avais une question, vous avez parlé de la méthadone. Donc, apparemment, on produit un substitut. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une béquille? Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne connais pas ce domaine-là. La deuxième question que je voulais poser, c'était, vous avez parlé tout à l'heure, madame, de prévention en amont, quand il y a des faits. La prévention. J'aurais aimé juste en savoir un peu plus pour savoir qu'est-ce qu'on entend par prévention. Et ma troisième et dernière question, c'est toujours, effectivement, vous avez parlé des groupes de parole. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ces personnes d'un certain âge dans ce groupe de parole. J'associais vraiment très facilement drogue et jeunesse. Et là, une personne dit qu'elle a 50 ans, donc apparemment, elle semble être sevrée depuis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ma question, c'est, est-ce vraiment réaliste? Y a-t-il vraiment autant de personnes d'un certain âge droguées ou encore, ils ont fin de traitement ou... Voilà. La question de la... La question de l'âge. De la... Il y a des personnes qui peuvent consommer... Là, ce coup-ci, il n'y a plus de l'arsène. On entend? Vous pouvez parler plus près du micro. J'essaie de parler, mais là, je pense qu'il marche. Il n'y a plus de volume.
C'est bon? Après, il y a des personnes qui peuvent consommer comme ça très longtemps. Même avant l'arrivée de toutes les substitutions, hein, il y avait des gens qui étaient à 50 ans qui avaient des parcours soit de drogue, soit d'alcool. Enfin, peut-être que ça paraît plus visible du côté de l'alcool, mais des gens qui ont des parcours comme ça qui durent très longtemps. Après, je sais, il y a des questions. La question, c'est est-ce que la méthadone est une béquille? La méthadone, c'est une substitution, ça permet d'enlever notamment le manque. Et c'est un produit, alors, parce que souvent la consommation de drogue c'est excessivement coupée avec un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même pas mal de risques et puis on ne sait jamais exactement l'effet. C'est pour ça que là, il y a je pense peut-être une overdose pour le jeune monsieur qu'elle rencontre en boîte de nuit qui leur donne de la cocaïne. On peut penser qu'elles lui font un shoot, enfin une piqûre et qu'elles ont peur qu'il meure. Parce que suivant les habitudes, et que, comme c'est coupé de façon très aléatoire, le risque d'overdose est toujours présent quand même. La méthadone, ça permet de ne plus avoir de manque. Et c'est aussi une sorte de régulateur d'humeur, parce que moi j'ai vu arriver la méthadone, et avec la méthadone, les gens disaient que ils étaient, après c'était en lien avec un suivi médical, et ça leur permettait de ne plus avoir besoin. Alors après, il y avait petit à petit, ils réduisaient les doses de méthadone. Et je pense qu'il y en a qui restent avec quand même un peu de méthadone. Il y en a qui restent avec la méthadone parce qu'on s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les opiacés ont peu d'effets somatiques, peu d'effets sur le corps. Et que les personnes qu'on voyait, tout ce qu'on voyait, les héroïnomanes qui étaient dans des états absolument lamentables, la réalité c'est que ce qui les met dans cet état très souvent, c'est l'hygiène de vie qu'ils ont pendant les temps de consommation. Quelqu'un qui a besoin de 300 € par jour, il n'a pas trop le temps, puis il n'a surtout pas envie. Vous voyez là, quand elles sont shootées, il n'y a plus besoin. La question de l'hygiène, de manger, de se doucher, de vomir ou pas vomir, c'est plus un problème. Enfin, c'est quand même quelque chose d'un abandon comme ça, d'un asservissement et d'un abandon du corps, mais qui est lié évidemment à l'addiction, mais qui, très paradoxalement, ce qui détruit, c'est ça. C'est pas le produit qui détruit physiquement. On est bien sur le physique. Donc la méthadone, ça permet de reconstruire un peu socialement, de reprendre une hygiène de vie, de manger. Et du coup, c'était un peu ça aussi l'idée. C'était qu'on ne gère pas tout en même temps. On ne gère pas en même temps et la partie du manque physique et ce temps, parce que c'est bien une cure et 2-3 mois, mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand on a passé 10 ans, 15 ans de sa vie à vivre dans ces conditions, à vivre avec des dettes, à vivre parfois de prostitution, parfois... Comment on reconstruit tout ça? C'est parfois très c'est toujours très compliqué. C'est vrai que là il est pas optimiste, mais il y a plein de choses qui manquent dans ce film. Céleste, on a l'impression qu'elle trouve du boulot comme ça, qu'elle trouve un appart comme ça. Je suis pas sûre que ça soit si simple pour Siem voilà, c'est très compliqué tout ça à reprendre. Et la méthadone, elle permet d'abord un suivi médical, d'abord là aussi une organisation. Ça se passe souvent dans un XAPA, un centre de soins. Il n'y a que les XAPA qui peuvent donner ces traitements au départ. Donc un centre de soins, ça veut dire qu'il y a médecin, le plus souvent médecin addicto, psychiatre, psychologue, travailleur social, éducateur. Et donc il y a un réseau, là il y a un maillage qui se met en place. Il y a des thérapies, il y a des groupes de parole. Enfin, il y a plein de propositions différentes selon les XAPA, selon les besoins. Et ça permet petit à petit de resocialiser quelqu'un, de reprendre une vie, de se réorganiser un peu. Sauf que parfois ça dure très longtemps et qu'à partir du moment où à la fois effectivement c'est très régulateur d'humeur et que on pense qu'il n'y a pas d'effet somatique, il n'y a pas de problème, et les gens peuvent rester comme ça sous des doses de méthadone assez longtemps. Je ne suis pas sûre qu'avec le baclofène on va arriver au même résultat, parce qu'on sait que l'alcool par contre détruit beaucoup plus physiquement que là le produit en lui-même va détruire beaucoup plus physiquement. Enfin, parce que à voir. Vous voulez intervenir? Oui, non, c'est pour savoir. Moi, j'ai connu quelques cas comme ça, d'ailleurs, de encore un certain âge. Ouais. Et ce qui m'avait frappé dans leur cas, il y a eu plusieurs cas comme ça, où c'était des gens qui avaient été traités dans l'enfance avec des médicaments lourds du type Tranxène, du type comment dire, parce qu'ils étaient trop agités et qui avaient appris très jeunes à recourir à des médicaments
et qui avait fini par prendre une forme de réflexe de prendre quelque chose quand ça allait mal. Et je voulais savoir s'il y avait, s'il y avait eu des études, enfin si on savait qu'il y avait des rapports entre la prise de médicaments dans l'enfance, comme ça pour être traité, et la prise de drogue. Tu as lu des études là-dessus, toi ? Moi, j'ai pas lu d'études spécialement. C'est marrant, c'est un sujet qu'on a abordé hier en formation. On peut imaginer effectivement que quelqu'un qui s'habitue très tôt qu'un médicament va régler un problème, on peut se dire que c'est une forme d'habitude. Je pense que la société actuelle nous pousse un peu à aller vite. Et puis aller vite, prendre un médicament, des fois, ça va plus vite que d'aller parler. Hein. Ça peut donner l'illusion que ça marche mieux. À l'inverse, je pense aussi que parfois, il y a des personnes qui vont se traiter très jeunes avec des drogues au sens que ce soit des cannabis ou d'autres choses, pour gérer des problèmes qui n'ont pas été gérés autrement, qui n'ont pas été pris en charge d'une autre façon. Et ça, c'est aussi relativement fréquent. Donc, il n'y a pas de bonne solution, quoi. Il y a aussi des personnes qui ont besoin parfois d'un traitement et qui parfois vont s'automédiquer. Ça arrive. Donc, je pense que c'est aussi une réalité. Pour autant, ce que tu dis, moi, ça me semble possible aussi. Oui. Cette question du manque. Tous les objets, tous ces produits de consommation, drogue et autres, il y en a beaucoup d'autres. Si on y regarde, ça de plus près, il n'y a pas que les drogues. Bien sûr. Choses qui font comportement du sujet, qui sont en fait ça relève de l'addiction. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez la question du baclofène. J'avais évoqué ça il y a quelques années ici. Mais le baclofène, il ne faut pas se faire d'illusions, vous avez raison. C'est un substitut à un autre produit qui produit une indifférence au produit initial. Ok. Mais si à côté de ça, les personnes qui prennent du baclofène n'arrivent pas à saisir leurs propres paroles dans une relation psychothérapeutique, ils vont prendre du baclofène le restant de leur jour, comme pour les autres. Ces groupes de paroles, c'est vraiment très important, parce qu'on peut, mais s'il n'y a pas le passage de la parole dans un groupe, et c'est très angoissant de s'adresser à un groupe en parlant de sa propre, on va dire, de sa propre déficience, s'il n'y a pas ce saut qui est fait au fond, qu'est-ce que je suis en train de foutre avec ça, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent, c'est parler déjà dans les groupes, mais il y a un lieu aussi où ça doit se parler, c'est dans l'échange personnel, dans le travail personnel. Et cette question du manque, si on la regarde que par le manque de l'objet qui fait addiction, en sachant une chose, c'est que c'est quand même encore le manque psychique qui amène au manque de produits, avec toutes les traces que vont laisser les produits, besoin d'alcool, marquent le cerveau d'une manière ou d'une autre, et puis les autres produits, c'est pareil. Mais la question de fond, pour moi en tout cas, c'est de faire qu'un sujet addict à un produit quelconque puisse se saisir dans son existence de la nature réelle de la source de son addiction. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tout à l'heure, vous avez évoqué cette question du lien, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que dès lors qu'on peut se trouver un lien et qu'on se déclare un lien à sa mère, comme l'a fait cette jeune femme dans le film, c'est déjà une existence en soi, pour elle. C'est elle qui fait le boulot là. Parce que c'est pas du tout évident si on part du point de départ. Je ne sais pas si vous avez vu le déroulement du scénario, aller vers une mère qui a été dans un déni total, personne peut aller vers cette mère. Ça produit un manque fondamental, un manque psychique, un trou, une angoisse massive. Et souvent, l'angoisse massive, pour le mécanisme d'addiction après au produit, le produit va venir compenser cette angoisse massive, c'est-à-dire cette espèce d'angoisse du vide, d'effondrement, de ça fait exister. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que tous, autant qu'on est ici, y compris dans cette salle, on est face à cette question d'addiction.
Pas parce qu'on est dans un centre, parce qu'on est parti dans quelque chose de très, très pointu, que va être une addiction à un produit spécifique, au point qu'on ne peut pas en vivre et même en mourir souvent, que pour autant, vous entendez des histoires dans les familles, ah ben tiens, il s'est mis à boire, puis il n'a arrêté de boire, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est venu ébranler justement cette faille majeure. Et je pense que c'est important en tant que thérapeute de s'entendre à inciter un sujet à faire un travail, à ce que ce sujet puisse se découvrir dans sa parole, d'abord à son égard à lui-même. Alors c'est peut-être un peu compliqué ce que je suis en train de vous raconter, mais la question des drogues, quelle que soit la nature des drogues, et des produits de substitution comme le Subutex ou le baclofène, ça ne résout rien sur le fond. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui sont toujours dans des groupes de parole, 10 ans, 20 ans après. Il y en a, et je pense qu'on peut se dire ça ici quand même, qu'il y a un pourcentage extrêmement élevé d'échecs. Parce qu'on voit une rechute, parce qu'on revient au produit d'une manière ou d'une autre, et que souvent les rechutes mènent souvent dans des drames. Je veux dire, la personne arrive à s'éliminer d'elle-même avec son produit, mais en fait elle ne s'élimine pas elle-même. Ce qu'elle élimine, c'est une angoisse majeure, une angoisse massive, ce manque astral, abyssal, pardon, c'est plus juste de dire ça comme ça. Donc tout le comportement addictif va être une vaine tentation de venir remplir, border la chute dans ce manque. Alors, moi, les expériences que j'ai eues avec des patients concernant la question d'utilisation du baclofène, d'abord, ça marche. C'est loin de marcher à tous les coups. Oui. Mais par contre, des personnes qui picolaient le matin, à partir de 8-9 heures le matin, qui pouvaient aller voir un psy et dire, mais merde, je suis en train de déconner, qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, ok, bon, mais j'ai un besoin d'alcool. Je sens que j'ai ce besoin-là. Là, c'est un besoin de la molécule objet. Et qu'à ce moment où la personne arrive à se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour moi là? Sa question à elle commence à se poser sur ce qui se passe pour elle, on peut dire qu'on a avancé un peu, parce que ça s'inscrit dans la durée, ça. Hein. C'est pas en 5 minutes que ça se règle. Enfin, vous le savez bien, je pense. Travailler dans ces centres, ce que je peux en dire comme ça. Ce qui est important, c'est pas de se leurrer. Ce qui est compliqué. C'est une vraie souffrance pour les thérapeutes qui travaillent avec ces personnes, parce qu'il y a de niveau d'échec, et puis en même temps, il y a des gens qui bougent, puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et puis il y a des choses qui se font aussi, qui se remettent à vivre, à exister, mais pas simple. Hein. Enfin, nous, on l'a vu. Par contre, j'ai vu des personnes très accros à l'alcool, prendre du baclofène pour les apaiser dans leur relation au manque de la molécule alcool, établir leur propre parole, et puis au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont vivants, quoi. Ils sont vivants, ils disent, je fais ci, je fais ça. C'est pas le baclofène qui va les amener à cette indifférence à l'alcool. Ça, c'est le premier pas avec le produit du baclofène, cette question de l'indifférence. Le deuxième réel pas, c'est eux arrivent à se saisir de leur indifférence au produit. Et la meilleure preuve de la constitution de cette indifférence, parce que je l'ai rencontré avec des patients, c'est que ces personnes puissent boire un coup sans se défoncer. Parce que c'est pas mauvais, on boit tous ici, plus ou moins. Enfin, voilà ce que je voulais témoigner. Merci. Pour revenir quand même sur la faille que comble le produit, ce qui est compliqué, c'est justement d'amener ces sujets, et surtout avec des héroïnomanes. Le produit marche pas mal pour masquer le problème et faire en sorte qu'il n'existe pas. Donc tant qu'il y a le produit, alors la méthadone, ça marche. Moi j'ai vu arriver, puis après je suis parti parce que en général il n'y avait pas le flash quand même, c'est-à-dire l'effet du départ. Donc souvent il y a le Subutex qui est utilisé à l'époque, il se l'injectait, etc. pour retrouver ce que la méthadone ne donnait pas par rapport à l'héroïne. Donc on voit qu'il y a encore des conduites qui peuvent persister. Et puis la grosse difficulté, c'est d'arriver à ce que cette parole émerge. Et cette parole, pour qu'elle émerge, il faut qu'il y ait... Alors, moi, c'est vrai que quand il y avait l'arrêt du produit, du coup, il y avait quelque chose là
Ils avaient décidé d'arrêter, ils sortaient de sevrage et il y avait du vide et la parole pouvait prendre une place dans ce vide et leur permettre d'élaborer quelque chose. Et moi j'ai eu en thérapie pendant longtemps et des fois il y avait des choses qui se construisaient petit à petit, pas à pas, avec des tas de choses à côté parce qu'il faut occuper les journées, enfin il faut tout un environnement. Et ça pouvait faire quelque chose. Mais la difficulté c'est que dans des moments un peu d'effondrement, il peut y avoir retentation du produit et là de nouveau ça vient reboucher. Et du coup il n'y a plus de parole et on repart pour un tour. Et des fois, on peut les perdre dans les tours qui se suivent comme ça. Donc c'est vraiment il faut aller presque au bout du bout. Enfin, moi, j'en ai connu qui avait touché quasiment du doigt la mort et qui là s'était dit, là, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'il faut presque se sentir mortel pour accepter d'être vivant. Il faut aller jusqu'à ce bout-là. Et après, quelque chose est possible s'il y a une rencontre, s'il y a un environnement, s'il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que Céleste, moi, je dis que c'est au-delà d'optimisme. Je pense que dans le scénario, elle a dû inverser les deux. Parce que autant je pense que l'autre jeune fille est beaucoup plus construite et peut-être elle a des chances. Autant Céleste, je trouve miraculeux qu'elle abandonne tout et qu'elle ait cette force de caractère-là que je trouve un petit peu extraordinaire. Mais sa mère le lui dit en même temps que c'est une battante, que c'est une guerrière. C'est qu'elle elle a vu dans sa fille une qualité qu'elle n'a pas, en fait, sans doute. Moi, je voudrais... sans insister, mais revenir un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'autant ça paraît clair, le fonctionnement de Céleste et le pourquoi elle a plongé dans l'addiction, autant c'est moins simple pour Silène. Et est-ce qu'il n'y a pas un embryon de réponse dans l'amorce de description que fait le thérapeute dans le centre, où il définit dans la famille la personne addicte au centre avec des affects qui sont compliqués. Il faut pas oublier l'entourage. Effectivement, on va chercher des causes familiales, alors la mère, le père, le ci, le là, mais je veux dire, il faut savoir aussi que c'est justement dans ces rechutes, dans ces accompagnements, il peut y avoir aussi l'entourage des personnes qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils n'arrivent pas à aider, parce que ça les dépasse. Et le schéma, il était quand même, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ce fameux schéma où on voit qu'il est au milieu de tout ça, enfin cette personne au milieu de tout ça, que tout gravite autour dans une famille ou peut-être dans une relation ou autre, il ne faut pas oublier, je pense aussi, d'ailleurs voilà, c'est une question, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour peut-être l'entourage, la famille, le mari, la femme, les enfants, enfin je sais pas, est-ce que il y a un accompagnement pour est-ce que c'est vraiment global ou c'est fixé que sur la personne qui... Oui, avant que tu répondes, Mylène, sans oublier par rapport à ce que dit Cécile, j'ai en mémoire la phrase de sa sœur qui lui dit il suffit que tu sois là pour que tu prennes une place pas possible. Mais bien sûr que quelqu'un qui peut servir de symptôme d'un malaise familial ou qu'en tout cas qui a ce type de comportement va être au centre de plein de choses. Mais ça dit rien sur pourquoi cette personne est au centre. Qu'est-ce qui fait que c'est elle qui est arrivée là? Ça en dit rien, ça. Sur cette question du manque et de la faille, pourquoi c'est elle qui porte ça, on le sait pas. Il est évident que quand il y a quelqu'un de souffrant dans une famille, quelle que soit la difficulté, à un moment, il peut être au centre de plein de choses. Comme le malade, c'est évident. Oui, mais ça ne dit rien de comment elle est arrivée là. On sait qu'il y a une maladie. Comment on est malade, c'est pas comme plein de choses. C'est-à-dire qu'une addiction, c'est assez complexe à comprendre. Comprendre l'histoire du manque, comprendre le traitement de substitution en lui-même, qu'est-ce que ça amène physiquement, psychologiquement. Donc c'est quand même assez complexe. Je trouve c'est mon avis, mais pour l'entourage de cerner, parce qu'il y a quand même une grosse partie psychologique aussi. Et c'est difficile pour les... Je pense que c'est difficile à comprendre, mais surtout à accepter. Pour les familles? Ben oui. Ouais. Oui. C'est impossible d'accepter une chose comme ça. Non, c'est fini. Oui. Juste un truc là sur l'histoire, le fameux schéma avec le cercle familial et la personne qu'on peut qualifier de malade, en fait, en très grande difficulté, ça masque aussi la difficulté des autres membres de la famille.
Bien sûr. En même temps, ce que je vous dis là, ça n'est qu'une interprétation qui ne vaut pas un caramel. Mais on peut l'imaginer comme ça, c'est-à-dire c'est mon imagination qui me permet de proposer ça. Et on s'aperçoit dans les thérapies d'enfants, normalement, papa, maman amènent leur fils ou leur fille en difficulté, ça dure, c'est assez rapide avec les enfants en tout cas, puis dès que l'enfant va bien et se retourne vers les parents, là où justement le travail serait à proposer, il y a une continuation pour l'enfant, mais la cause, c'est que les parents se retrouvent en difficulté. C'est-à-dire que lui va bien, mais eux, ils font quoi? Alors, les thérapies d'enfants mènent souvent au fait que les familles reculent devant la thérapie d'enfants pour ne pas y voir de plus près en ce qui les concerne. Et l'histoire du schéma circulaire, là, j'arrive au centre, j'occupe toute la place, évidemment, les membres de la famille, notamment la sœur, dit « Ah ben moi j'ai plus de place là-dedans quand t'es là ». C'est emmerdant cette affaire, hein. Mon gâteau il est bouffé entièrement par toi. Il vaut mieux que tu sois pas là, quoi. Je te file 100 balles, hein, tu te casses, non, on ne peut plus te voir, quoi. Je vais être tranquille, moi, je vais avoir mon gâteau pour moi tout seul. Et on retrouve ça souvent dans toutes les histoires familiales où il y a des fratries, et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la famille, mais le père, on ne peut pas dire qu'il occupe une place particulière structurante. Je compte les points, je dirais, ça fait bien. Enfin, c'est un point de vue. Et ça, c'est le vieux, ça ressort souvent, ça manque de père, du coup, moi je ne suis pas aussi caricatural que ça. On ne sait pas grand-chose sur cette famille, on ne sait pas grand-chose de qu'est-ce qui s'est construit, qu'est-ce qui fait qu'elle a pris cette place. Effectivement, il y a une place comme ça, après, ce schéma-là, il y a toujours quelque chose. Si la famille tient, c'est parce qu'il y a un système qui lui permet de tenir. Peut-être que c'est elle joue un rôle pour que la famille tienne. Et peut-être que si elle n'est plus là, il y a d'autres problèmes, comme vous dites, qui vont surgir. On ne sait pas ça. Pardon, Après, il y a aussi... Au départ, elle dit bien qu'elle n'a rien dit à sa famille. Oui, enfin, je pense que ça ne tient pas parce que sa sœur, quand elle est face à elle... ils ne savent rien. Ils ne savent pas. Elle disparaît. Et alors, sa sœur dit tu disparais, tu réapparais. Il y a aussi cette question du bébé mort, là, qui est un peu l'effondrement, la question du manque. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille psychologiser plus que ça. Parce que comprendre, ça ne sert pas à grand-chose. C'est qu'à partir du moment, un sujet qui est avec un produit qui l'empêche d'avoir une vie, ou du moins qui l'entraîne dans une certaine vie, il peut y avoir une période où il va se dire « je ne veux plus continuer comme ça ». Et là, à partir de là, quelque chose va pouvoir se questionner sur l'ici, maintenant, et puis éventuellement sur le passé. Pas forcément pour essayer de comprendre quelle est la cause, parce qu'en général, ce n'est pas une cause unique, c'est tout un truc. Et puis surtout, comment je peux faire pour vivre différemment, pour aller éventuellement vers la personne, parce que ce qu'on ne voit pas, mais en tout cas pour l'héroïne, ça isole énormément. C'est vraiment, ça détruit le lien social. Les rapports entre les gens, c'est des rapports très violents. Les dealers, c'est pas des copains. C'est-à-dire qu'on paie cher, hein. Il n'y a pas de cadeau, les gens ne font pas de cadeaux. Et donc c'est vraiment chacun qui, dans son coin, est avec son produit et fusionne avec ce produit. Et pendant le temps du produit, on a besoin de personne. C'est pour ça qu'aussi ils se dégradent physiquement, parce qu'ils ne mangent plus, ils ne s'occupent plus d'eux. Mais donc il faut inverser tout ça, aller de nouveau vers du lien social, aller vers accepter que justement il y a du manque, arriver à structurer tout ça, et donc c'est reconstruire une façon de faire avec la vie. La question du pourquoi, en fait, c'est tellement singulier à chaque fois, cette question du manque, elle est intime, elle est personnelle dans ces cas-là. Ce qui s'est passé dans cette famille, pour cette fille, on le sait pas du tout en réalité. La question du produit, c'est pas ça qui est important tellement. Le produit, il est important dans ses conséquences après, parce qu'effectivement, selon le produit qui est choisi, ça va avoir des conséquences un peu différentes sur l'organisation sociale, sur comment on va pouvoir dégringoler plus ou moins vite. Après, la vraie question, c'est le lien qu'on entretient avec le produit ou avec le comportement, parce que vous avez raison, il n'y a pas que la question des produits. Le produit, il a d'intérêt que parce que selon le produit sur lequel qu'on va rencontrer, parce que c'est aussi une rencontre, hein, bah il va combler différemment. Et comme il comble différemment, ça va induire des choses différentes. Mais en réalité, la vraie question, c'est la relation c'est ce qu'on lui prête
C'est ce qu'on lui donne comme valeur au produit qui est important. C'est pas le produit en lui-même. Le produit en lui-même, il est neutre. Hein. C'est vraiment ce qui va se passer après. Tu voulais Non, puis je repensais à la relation de Céleste avec sa mère. On ne sait pas qui est la mère de qui. Parce que quand elle se rend compte qu'elle lui dit si ton copain il t'embête, tu m'appelles et moi je défonce. Quoi. Donc elle était là pour protéger aussi sa mère. Et comme c'est une relation très fragile, on peut penser qu'il y a plein de choses. Donc ça, je pense qu'on peut élaborer dans des tas de sens. Oui. Mais moi, ce qui me frappe en fait dans ce film, et ce pourquoi je le trouvais vraiment très beau, c'est justement, on a l'impression qu'en fait, il y a un parallèle entre les liens humains, entre humains, et les liens avec le produit. Et on a un peu l'impression, enfin, moi, ça c'est une interprétation personnelle bien entendu, mais j'ai un peu l'impression que finalement le produit, il remplace un peu le lien avec les humains, et que c'est par le lien avec, c'est par cette amitié, c'est par tout ce qui peut y avoir autour. Et ce qui est frappant, c'est effectivement le premier groupe où elles sont traitées finalement un peu comme des délinquantes. Enfin, on a vraiment l'impression en fait que c'est presque un centre de redressement où il y a des règles très strictes et qui paraissent un peu absurdes et où elles n'ont pas le droit à une deuxième chance en plus. Et puis effectivement cette femme après qui va les aider sans rien leur demander en échange, et qui, il y a une générosité, et la générosité elle vient du groupe, enfin voilà, et c'est les liens humains finalement qui permettent de surmonter cette dépendance au produit. Enfin moi je l'ai vraiment senti comme ça, et j'ai trouvé que ce film était vraiment très très beau et très émouvant pour cette raison. D'expérience, alors là pour le coup c'est le terrain, tout à fait d'accord sur la question de la thérapie, hein. Mais chaque fois que je vois des personnes, que ce soit dans la délinquance ou dans de l'addiction, dans des comportements extrêmes en tout cas, qui arrivent à s'en sortir, notamment les jeunes, très très souvent, il y a cette question de travailler sur soi, hein, bien évidemment, mais c'est aussi une rencontre. Une rencontre avec soi d'abord, mais aussi une rencontre avec l'autre. Enfin, moi, Avec l'autre, on se rencontre soi. Ou l'inverse, enfin, faut pouvoir se supporter un peu pour pouvoir rencontrer l'autre, mais en tout cas, c'est que ça qui permet à un moment d'avancer, sans pour autant que ça soit magique, parce qu'on se dit, bah voilà, on va monter une agence matrimoniale, mais ça marche pas. Oui, mais la rencontre, c'est ça, hein, c'est... Parce que au second groupe de travail, elle est écoutée, elle trouve sa place, mais ça reste quand même un énigme pourquoi elle a rebondi comme ça. Voilà, moi, oui, il y a une lacune là, il y a... Oui. Mais c'est ce qui me faisait dire qu'on sait pas grand-chose de la relation à sa mère. On sait que ça a dérapé à 14 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas qui y avait à part la mère, parce que peut-être il y avait aussi d'autres personnes qui ont pu à un moment créer quelque chose. On n'a rien là-dessus. Donc moi j'ai quand même cette impression que Céleste, il y avait quelque chose derrière de... Enfin moi elle me paraît pas... Comment dire ? Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait quelque chose d'un peu construit quand même au fond. Après ça dit pas grand-chose non plus du temps qu'elle passe, de qui elle voit vraiment. On voit que la question du groupe. En tout cas, la dimension humaine, c'est énorme. Ça, c'est évident. Alors, par contre, moi, je voulais vous poser la question concernant l'envie de mourir. C'est-à-dire on voit au début du film Céleste qui devant la voiture, en gros lui dit voilà, moi, on voit d'ailleurs même Siam quand elle vient et qu'elle étrangle à un moment et qui lui dit vas-y tue-moi quoi. Donc est-ce qu'il y a plus de tentatives de suicide, enfin comment c'est sur la provocation, je pense. Je ne suis pas sûr sur la provocation, là. C'est un facteur de risque pour le risque suicidaire, en tout cas. D'avoir une consommation comme ça. Oui. C'est parce que ça fragilise l'image de soi excessivement abîmée. Et puis ça désinhibe. Et puis ça désinhibe aussi, donc ça peut aussi être renforcer le passage à l'acte. Ça fragilise. Mais c'est pas pour ça que l'idée, c'est qu'elles veulent mourir en prenant de la drogue. C'est pas ça du tout. Hein. Mais la conséquence, c'est qu'on sait, mais ça, il y a de l'épidémiologie là-dessus, hein, qui fait que quand on consomme et tout, le risque de passage à suicidaire est multiplié par... Pour autant, la consommation,
c'est pas un suicide à petit feu. C'est pas ça l'idée. Quelqu'un qui consomme, c'est pas quelqu'un qui, au moment où il consomme, veut mourir. Par contre, ça fragilise parce que ça désinhibe, parce que ça désocialise, parce que ça isole de tout, parce qu'à un moment, on voit plus autre chose, parce qu'on est effondré. Et puis, ils ont l'impression qu'ils ne valent plus rien. Du côté de l'image, c'est terrible de se voir dans des conduites comme ça, de replonger, se dire j'y arrive pas, etc. Donc des fois certains disent il vaut mieux que ça s'arrête. Il y a des passages là, des suicidaires comme ça, parce que de toute façon je vaux rien, autant que je disparaisse, je suis un poids pour tout le monde. Enfin, on peut entendre des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, pour rebondir juste sur ce que dit Michel, je dis c'est pas un équivalent suicidaire, parce que oui, il y a un effondrement de l'image de soi, très souvent, et que la consommation à ce moment-là, c'est pas pour mourir, mais c'est pour plus avoir cette image. Et c'est une façon de ne plus avoir cette image sans mourir. Même si parfois ça peut emmener jusqu'à la mort. C'est ce qui tient en vie, paradoxalement. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Oui, une question. Plusieurs fois, Céleste a ce qu'on appelle un pétage de plomb. Elle l'a eu au moins plusieurs fois. Le pétage de plomb, c'est parce qu'elle était en manque de produits, ou comment on explique un pétage de plomb comme ça? Je pense qu'elle a une personnalité. Ça n'a pas de rapport avec le manque au produit? Ça peut, mais pas que. Je pense qu'elle a une personnalité comme ça, que c'est une fille à qui il ne faut pas raconter trop longtemps des trucs, et si elle sent qu'on se fout d'elle, ça ne le fait pas. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans des parcours comme ça, on doit affronter des choses. Pour les filles, c'est souvent la prostitution, pour avoir le produit. Donc c'est se mettre dans des situations à haut risque, apprendre à voir se défendre, mais aussi physiquement, à affronter des épisodes dans lesquels elles peuvent être excessivement maltraitées. Donc en général, c'est des filles qui ont du répondant. Et puis ça peut être majoré par le manque. Alors pas toutes, hein, mais moi j'en ai connu pas mal des filles qui avaient appris à se défendre. Pas pour autant qu'elles n'étaient pas fragiles, c'est une carapace qu'elles mettent autour d'elles. Mais Céleste, je pense qu'elle a un tempérament aussi, on voit que petit à petit elle s'apaise. C'est ça aussi qui lui permet de renouer avec sa maman, il me semble, parce qu'elle est un petit peu plus en paix avec elle-même aussi. Par contre, on ne le voit pas dans le film, mais est-ce que... alors il y a les traitements, là, vous disiez, méthadone, Subutex, tout ça, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi après à partir vers l'alcoolisme, c'est-à-dire d'arrêter, mais est-ce qu'il n'y a pas une compensation? Alors là, apparemment non, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas en majorité une compensation avec l'alcool C'est-à-dire que... Je ne sais plus qui parlait de l'âge des personnes tout à l'heure. Ça concernait surtout les héroïnomanes, parce que l'héroïne c'est compliqué, parce que ça coûte cher, parce que ça fracasse, et que la plupart des héroïnomanes, à un moment, basculent vers l'alcool parce que c'est plus facile socialement. C'est tout aussi destructeur. Ça ne fait pas le même effet, mais oui, c'est possible. C'est pas systématique non plus. Alors, il y a une tendance actuelle. On prend le traitement, par exemple la méthadone ou le Subutex, et boire, associé à l'alcool. Tout est possible. Oui, tout est possible, mais je veux dire, tout est possible, mais ça après, on ne peut pas faire de généralité là-dessus, c'est pas... Et puis là aussi... On est obligé d'avoir un produit de substitution tel que remplacer la drogue par l'alcool, qui est une drogue d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être tout le temps là-dedans. Il y a des gens aussi qui arrêtent complètement, qui deviennent abstinents. La méthadone peut tout à fait suffire suivant les personnalités, suivant l'entourage. On n'est pas non plus tout le temps dans... parce qu'on a commencé avec un produit, on va toujours faire sa vie avec un produit. Même si on change de produit, c'est pas systématique. Peut-être qu'une des réponses par rapport à ça, c'est que effectivement la méthadone ou le Subutex ou le baclofène ou tout ce qu'on veut comme substitution, ça ne sert que de substitution. Et s'il n'y a rien qui se règle derrière, on ne règle pas le problème de fond. Donc si on ne règle pas le problème de fond et qu'on n'arrive pas à comprendre ce symptôme et ce qui se passe, il y a des risques pour que on ait quand même besoin de supporter ce qu'on voit mieux, qu'on ait quand même besoin de tout ça. Donc on règle rien finalement. Enfin, on règle la question de l'addiction au sens social du terme. On n'est plus un toxico, on est en substitution, mais on ne règle pas le fond. On le règle socialement seulement. Ça oui.
Juste, on n'a pas répondu à la question de la prévention tout à l'heure. En milieu festif. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais j'y pense en répondant à ça. Parce que là, on parle d'addiction. L'addiction, c'est quelque chose de bien particulier, qui n'a rien à voir avec la consommation. On peut être consommateur, on peut même être un consommateur un peu abusif, c'est-à-dire se mettre en danger parfois avec des produits, sans être addict. C'est-à-dire sans avoir cette impossibilité à arrêter de consommer. Parce que c'est ça l'addiction. C'est pas juste je consomme trop, c'est je ne peux pas m'arrêter de consommer. La volonté n'a plus rien à voir là-dedans. Je ne peux pas ne pas consommer, bien que je connaisse les conséquences négatives, bien que j'ai des conséquences négatives, je ne peux pas m'arrêter. En dehors de l'addiction, il y a plein de gens qui sont dans des consommations. Peut-être vous allez rentrer boire un verre, pas pour autant que vous êtes un alcoolique. On peut être dans des consommations abusives. Parfois, on peut abuser, aller trop loin, se mettre en danger, sans pour autant être addict, c'est-à-dire qu'on va se mettre en danger, puis on va être des mois sans consommer. Donc, la réduction, ce que je fais en milieu festif, ça s'appelle la réduction des risques en milieu festif. Là, c'est un peu différent. C'est qu'est-ce qu'on propose à des personnes consommatrices, ça s'adresse à des consommateurs, addicts ou pas, la question, nous, on ne la pose pas, à des consommateurs pour réduire les risques au maximum. C'est-à-dire que là, on ne travaille pas en milieu festif, on ne va pas commencer des thérapies, on ne va pas commencer à leur dire c'est pas bien de boire, ou non, là, ce cachet quand même, il a une drôle de couleur, il faudrait mieux pas le prendre, encore que ça, on pourrait presque le dire. Mais c'est qu'est-ce qu'on met en place pour ces personnes, pour qu'elles aient un moment où elles peuvent avoir accès à des outils de réduction des risques, clairement, des préservatifs, s'il y a des relations sexuelles, parce qu'on sait que ça arrive souvent dans ces moments-là, donc c'est pour permettre des relations sexuelles à moindre risque. Des roules-ta-paille qui permettent pour des gens qui sniffent de la drogue de ne pas partager une paille et donc de ne pas attraper de maladie, mais on n'intervient pas sur le fait que ces personnes consomment. Après, ce qui se passe très souvent sur ces lieux, c'est que les gens passent, discutent de leur consommation, discutent de la soirée, de plein de choses, mais c'est aussi parfois l'occasion de donner des adresses sur des lieux de soins, c'est parfois l'occasion de créer du lien aussi, de dire tiens, on peut se revoir, on peut se parler, de dire il y a tel groupe, tel jour qui se réunit, ça arrive très souvent sur Marseille, où l'association qui fait de la réduction des risques, c'est aussi une association qui reçoit des personnes, donc c'est le moment de leur dire si tu as envie de venir parler un peu de ta vie, tu peux venir. Donc là, on n'intervient pas comme ça peut se faire ici, mais c'est vraiment ouvrir un espace pour permettre aux gens de réduire les risques liés à la consommation. Assez régulièrement aussi, on a des gens qui viennent, j'ai déjà pris 2 cachets de ça, on vient de me filer ça, qu'est-ce que t'en penses, je le prends, je le prends pas. Puis on en discute très, très froidement avec eux. Pourquoi tu veux le prendre? Est-ce que tu peux pas attendre une demi-heure? Tu fais quoi après? Comment tu rentres? Voilà, c'est vraiment ça la réduction des risques. C'est réduire les risques pour des gens qui sont consommateurs. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les gens vous repèrent justement et puissent aller vers vous. C'est ça. D'accord. Je suis désolée, mais il faut que je parle. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là. Oui. Moi, je voudrais parler quand même des dealers qui sont à la sortie des collèges et qui mettent les jeunes en relation avec la drogue à partir de la 5e. Et on leur donne de la drogue, un petit joint à fumer, comme ça, rapidement, on les habitue, et après, on leur vend des dealers. Et ça, c'est vraiment quelque chose là, qu'il faudrait éradiquer au plus profond, parce qu'on voit des générations de jeunes qui deviennent addicts à la drogue. Oui, on peut interdire l'alcool, on peut tout interdire, mais ça va être compliqué. Le problème, c'est que partir du principe que si on interdit ou si on éradique les dealers, ça va être compliqué de faire ça, mais on n'aura plus de drogue et qu'on n'aura plus de problèmes. Peut-être c'est prendre un peu la chose à l'envers. C'est-à-dire que sur la masse de gamins devant un collège, ils ne vont pas tous le prendre, le petit joint. Et puis surtout, fort heureusement, parmi tous ceux qui le prennent, il y en a que très 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 peu qui vont finir par consommer beaucoup et qui vont finir dans l'addiction. C'est-à-dire que cette idée de l'escalade, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de cette question du manque, de la faille,
Je pense que la question de l'addiction par hasard, moi j'y crois très peu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que à un moment, l'addiction, ça ne peut pas concerner absolument n'importe qui, n'importe quand. On discutait hier avec ce psychiatre, là encore, sur cette... Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on est tous addicts à quelque chose? Est-ce qu'on peut tous être addicts? Il y a la question, je pense qu'on est tous dépendants, parce qu'on est né dépendant. À la naissance, on est dépendant. On ne peut pas vivre si on est seul. L'addiction, c'est quand même autre chose. L'addiction, ça a quand même une autre dimension. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'un ado va fumer un joint devant un collège qu'il va devenir absolument addict. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, c'est pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais la question de l'interdiction, chaque fois qu'on essaye d'interdire, on a quand même, juste par rapport à ça, on a en France la loi la plus restrictive d'Europe par rapport aux drogues. C'est la loi de 70, qui a certains avantages, mais qui est quand même la loi la plus restrictive d'Europe. Et on a effectivement en France le nombre le plus important de jeunes consommateurs de cannabis. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et que la question du produit, là encore, du produit, de l'interdire ou de l'autoriser, c'est pas ça qui compte. Alors effectivement, il y en a ou il n'y en a pas du produit. Hein. Mais quand il n'y en a pas, on trouve autre chose. De toute façon. Juste sur l'histoire de l'addiction et des dealers, je pense que vous avez tous entendu parler de ces études qui ont été faites il y a 30-40 ans, quand le service militaire était obligatoire, d'où il ressortait que l'institution militaire, quand on y était, vous aviez les jeunes qui faisaient leur service militaire obligatoire, arrivaient, on va dire, comme ça, clean, quoi, pour dire quelque chose, je ne sais pas d'autres mots qui me viennent, mais et ressortaient avec un besoin de consommer de l'alcool ou du tabac. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, parce qu'on focalise sur la drogue. Je précise un besoin. Cette question du besoin, je pense que ce serait intéressant d'aller plus dans l'évocation du besoin, parce qu'au fond, quand on passe d'un produit à un autre, on répond à un seul type de besoin. D'un point de vue, c'est bien. Oui, je voudrais juste généraliser aussi, parce que nous sommes des grands consommateurs de psychotropes. Oui. Et là aussi, c'est les médecins du coup qui deviennent les fournisseurs, et je ne suis pas sûr que la population aille remarquablement bien grâce à tous ces psychotropes. Donc on peut aller sur interroger la société, interroger le lien social, on peut aller sur des dimensions comme ça. Mais moi je pense que du côté de l'interdiction, et dire que s'il y a des jeunes qui consomment, c'est parce que il y a des dealers, les drogues ont toujours existé dans toutes les périodes, et alors avec différentes particularités culturelles, etc. Mais je crois que c'est plus à interroger, c'est comment on peut avoir une vie, ouais. À peu près, je sais pas, après il y a la question de la consommation, puis il y a la question de l'addiction, comme disait Mylène, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Après le besoin c'est une rencontre avec un produit. Moi je pense qu'Olivenstein à l'époque il n'avait pas tort quand même. Hein. L'addiction c'était pour lui la rencontre d'un produit, d'un besoin, d'un produit, d'une personne et d'un contexte. Et c'est ça. C'est-à-dire que la même histoire dans un autre contexte, la même personne dans un autre contexte, à un autre moment, avec un autre produit, va se passer une autre histoire. Et c'est toujours une rencontre aussi. Mais une rencontre à un moment où cette rencontre est possible. Mais là aussi, le produit, il n'est pas complètement anecdotique parce qu'il a un effet et que cet effet, il va être différent selon le produit, mais c'est tout. C'est la personne qui est intéressante là-dedans, c'est pas le produit. D'ailleurs, elle n'en parle pas des produits. Hein. Dans le film, on ne sait pas ce qu'elles prennent. On peut supposer un peu, si elle raconte au début ça oui. Donc elle a absolument tout pris. Alors ça, c'est quand même aussi lié un petit peu, c'est un peu ce qu'on voit actuellement, qui était moins fréquent avant, la polyconsommation, qui correspond assez bien à l'ère du temps, hein. Et qui correspond peut-être assez bien à l'adolescence aussi. Il faut tenter beaucoup, vite. Puis on est dans une période où il faut aller vite. Donc on se gave un peu parfois. Et cette polyconsommation, on la voit plus fréquemment maintenant.
Chez des gens qui parfois vont avoir des petits épisodes avec les ados et qui vont s'arrêter. Là, le produit prend des fois son importance et qu'il y a des produits qui accrochent plus que d'autres. Ça, c'est vrai. L'alcool ? Pour moi, le produit... En parlant de drogue. Ah, mais l'alcool, c'est une drogue. L'alcool, c'est une drogue, le tabac, c'est une drogue. Moi, alors, un avis, je pense que le produit qui accroche le plus vite, pour moi, c'est la cigarette. Sincèrement. Ça, oui, d'accord. Après, le crack, mais le crack, c'est pas le crack qu'on voit aux États-Unis, c'est la cocaïne basée, c'est-à-dire c'est la cocaïne qui font chauffer, ça va très vite, ouais. L'héroïne peut aller très vite. Parmi toutes ces drogues, ces psychotropes, quelle est celle qui, avec une seule prise, va faire qu'on devient plus vite addict? Crack, héroïne, mais c'est compliqué de le dire comme ça parce qu'il y a un peu de fantasme, je trouve, là-dedans que d'ailleurs une prise et c'est fini. Une prise et c'est fini, à condition que ça te plaise. Parce que ce qu'on voit là, elle se shoot, elle se met à vomir, c'est quasi systématique en fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. C'est pas n'importe qui va s'injecter un produit non plus. Donc vous voyez que même ça, là pour le coup, c'est pas si simple. Quelqu'un qui est déjà prêt à se faire un shoot en sachant à peu près ce qui va se passer derrière, il est déjà dans l'envie de comprendre quelque chose. Moi j'ai un peu du mal avec l'idée que c'est uniquement sur une prise qu'on peut tomber accro. Je pense que cette espèce de lune de miel là d'un coup, de passion dévorante comme ça sur une seule prise, faut y être sacrément préparé quand même. J'ai l'impression, ça c'est un avis personnel. Hein. Après c'est voilà. Alors, ça peut aller un peu vite. C'est vrai qu'il y a des produits plus addictifs que d'autres, c'est une réalité. Du point de vue neurobiologique, c'est une réalité. Mais sur une seule prise comme ça, j'ai un peu du mal, moi, honnêtement. Hein. J'ai un peu du mal. Je pense que le cheminement, il peut être plus rapide selon les produits, mais on ne va pas peut-être par hasard vers n'importe quel produit non plus. On le sait. Et puis, à quel moment de sa vie on y va? Et puis, suivant les personnes, oui. Et puis, évidemment, la question du contexte. La question du contexte me semble essentielle, moi aussi. Enfin, le contexte, pour moi, c'est aussi important que le produit. La personne, quoi qu'il arrive, c'est elle. Au sujet des gamins devant les collèges, je pense même que le fait d'interdire la prohibition fait que ça a un effet pervers, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations. Là, on parlait de polyconsommation, mais moi, je sais pas, j'ai entendu des tas de produits, j'ai jamais entendu de ma vie. Et en fait, effectivement, à l'adolescence, souvent, les gamins ont envie d'essayer des choses et ils n'ont aucune information. C'est-à-dire que les seules informations qu'ils vont avoir, ça va venir des dealers, justement. Alors que s'il y avait une prise en charge, notamment de la marijuana, qui était beaucoup plus assumée, et au lieu de simplement l'interdire, peut-être effectivement réglementer, avoir une surveillance qui permette au moins d'avoir une information et de donner cette information plutôt que d'interdire purement et simplement, parce que là, on en est au point où c'est carrément interdit d'en parler à la télé, dans les médias et tout, parce qu'on est censé faire la publicité pour ça dès qu'on en parle, quoi. C'est quand même un comble. Et ça, je pense que pour les adolescents, c'est grave. C'est vraiment... et que finalement, aux États-Unis, où ça commence à être autorisé, ou dans les pays, en Bolivie et autres, où ça commence à être autorisé, c'est accompagné d'une information. Et peut-être que c'est une meilleure solution. C'est vrai qu'en prévention, c'est compliqué. Parfois, des trucs tout bêtes, hein, je parlais de réduction des risques. Dire à quelqu'un qui est fumeur de cannabis que c'est mieux s'il fume avec un vaporisateur qu'avec un joint parce qu'il a plus de goudron et qu'il se met moins en danger, mais j'ai pas le droit normalement. Enfin, c'est un peu compliqué de le faire comme ça. Mais pourtant, c'est une réalité. Après, sans vouloir vous inquiéter, hein, mais on parle beaucoup de l'alcool et du cannabis. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on repère. Hein, il y a d'autres produits qu'on repère moins, qui commencent quand même à être très très présents. Mais ça se voit moins. Quand on n'a pas l'habitude, quelqu'un qui vient de se faire un rail de coke, il va passer devant le pion au lycée, ça ne va pas se voir. S'il a un peu fumé ou s'il a descendu de 8,6, ça va se voir. Donc évidemment, on parle alcool, cocaïne. On parle alcool, cannabis. Mais il y a d'autres choses. Hein. Les médicaments, bien sûr, les psychotropes. Ouais. Sans faire à la fois, sans dire c'est dramatique, tout est terrible, et sans dire à l'opposé. Mais
voilà, la question de la loi, là, elle est... non, mais c'est hyper important d'être clair par rapport à la loi. Et le problème, c'est qu'on a une loi qui est plus claire parce qu'elle est plus respectée. Je dis pas qu'il faut pas de loi, hein. Parce que là, je parlais des limites tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que les deux filles, elles cherchent souvent quelque chose, là, de l'ordre, pas de la loi, mais de l'ordre d'une limite, de quelque chose qui viendrait contenir un peu. Mais, donc c'est pas qu'il faut pas de loi, hein, mais à un moment, il faut une loi qui soit possible. Or là, elle a plus beaucoup de sens. Et les gamins s'y perdent un peu. Il y en a beaucoup qui sont en prison à cause de ça, d'ailleurs. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en prison à cause de ça, ouais. Enfin, les gamins et les adultes s'y perdent un peu. Et Daniela. Moi j'ai une question très concrète. Ouais. Face à quelqu'un d'addict, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue extérieur pour l'aider ou pour qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? À la vue du film, tu dirais quoi? Être là pour la personne, mais ça suffit pas forcément. Alors, le problème, tu vois, c'est quand on commence ce genre de... Alors d'abord, il y a une question de place, qui on est pour la personne. D'une façon générale, c'est pas du tout pareil quand on est un professionnel et quand on est quelqu'un de la famille, quand on est un proche, quand on est un ami. C'est très très différent. Et puis le problème, c'est que quand il y a quelqu'un qui commence un circuit comme ça, alors addiction, faut être prudent, hein, sur le terme d'addiction. Moi, je te dis, on met des fois addiction sur des choses qui sont peut-être pas ça, hein. Mais faut pas avoir trop d'attentes, parce que notre rythme, il n'est pas toujours le même. Par contre, le fait d'être là, on voit un peu, alors moi je suis pas aussi enfin c'est vrai que ce film on sait pas trop ce que, mais on voit bien que Céleste elle revient voir Siem, et Siem elle est allée au bout de quelque chose quand même, et peut-être elle a l'impression d'avoir tout perdu, mais finalement elle retourne la chercher quand même et elle la retrouve, et peut-être c'est ça qui va l'aider. Donc je trouve que cette image là elle est plutôt bien. Être là, c'est pas être là, c'est parfois juste pouvoir dire voilà, je suis là, c'est pas courir derrière tout le temps non plus. Après, être là, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des spécialistes. C'est important, c'est indispensable. On ne peut pas aider, si tu peux aider, bien sûr, tu es présent, mais à un moment donné, tu n'es pas psychologue, ou tu n'es pas... Et je pense que enfin, je dis pas ça pour toi, mais je parle... je pense qu'à un moment donné, il faut... enfin, voilà, faut pas prendre tout sur soi en se disant je vais l'aider, ça marche pas par exemple, parce que des fois tu peux, là tu dis je suis là, je suis présente, je suis à fond, je vais l'aider, puis tu vois qu'au moins nos problèmes, la personne elle peut aussi replonger, parce que alors que toi tu as une difficulté dans la vie, bon comme fait tout le monde, sauf que c'est des personnes qui peut-être voilà, à la moindre difficulté vont rechuter, et toi tu peux te dire aussi mais je comprends pas, pourtant je suis là, je vais l'aider. Il y a un moment donné, je pense aussi qu'il y a des spécialistes, comme vous par exemple, qui doivent faire un accompagnement psychologique. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, Pour moi, on ne fait pas de la prévention quand quelqu'un consomme déjà. C'est-à-dire que c'est pas bien. Tout ce que ça va provoquer, parce que bon, la prévention, c'est avant, c'est pas après. Après, la grosse question pour moi, c'est est-ce que c'est un problème pour la personne ou pas? Si c'est pas un problème, laissez tomber. Si c'est pas un problème pour lui, il n'y a aucune raison que ça devienne un problème parce que vous dites que c'est un problème. Par contre, ça va, généralement, il arrive toujours un moment où ça peut devenir, si c'est vraiment une addiction, ça va devenir un problème. Et là, il aura besoin peut-être de gens qui vont lui dire, mais presque comme quelqu'un qui ne serait pas plus concerné que ça. Parce que sinon, on rentre dans un jeu où vous allez vous y perdre. Parce que vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, les familles, c'est terrible pour ça. Les familles, alors, deviennent... Moi, j'ai vu des mères qui allaient acheter le cannabis pour leurs enfants de peur qu'ils fassent des bêtises, donc c'est la mère qui allait acheter. Enfin, les gens arrivent à faire des choses folles. Et là, on s'y perd complètement parce qu'après, on ne sait plus qui est le problème, qui c'est qui le porte. C'est à la personne qui est addicte, à lui s'approprier son problème. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire, malgré tout. Même si le lien social et tout ça est très important. On ne peut pas obliger quelqu'un à consulter, par exemple.
Par contre, si on est très proche de quelqu'un qui va pas bien du tout et que ça nous met nous en difficulté, nous on peut essayer de s'aider un peu. Et parfois ça passe aussi, c'est comment nous on arrive à se positionner dans cette situation. Parce que quand on est personnellement touché, enfin personnellement des amis, des proches, la famille, enfin, on peut pas être dans une position professionnelle, on peut pas entendre les mêmes choses, on peut pas vivre les mêmes choses. C'est impossible. Effectivement, là on le voit bien, ça passe par du lien. Moi je pense que c'est essentiel et quand je dis être là, c'est ça. Mais c'est pas être là pour soigner parce que quand on est le frère, la sœur, peu importe, on n'est pas là pour soigner. Sinon, c'est la sœur de Silem, là, savez, dans la cuisine, quand elle était avec le bébé, qui lui dit tu as tellement donné, je t'ai tellement donné, je te crois plus, va-t'en. Donc on peut arriver à complètement s'épuiser. Alors que je pense qu'elle était prête à entendre autre chose et que justement avec ce fils-là, il y avait quelque chose qui pouvait se faire. Mais on voit que c'est pas la même temporalité. Parce que peut-être qu'elle a donné beaucoup, c'est une hypothèse, hein, et que là c'est trop, quoi. Donc je pense qu'il faut que les temps s'accordent. Il se passe quelque chose, notamment avec un thérapeute aussi, lorsqu'il y a des temps qui s'accordent. Enfin, je ne sais pas si c'est parlant. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, surtout dans l'alcoolisme, le déni. C'est ça le temps. Des personnes, et c'est très important. Parce qu'au départ, presque tous, donc vous voyez quelque chose, mais vous voyez ça, le tant que c'est pas un problème malade, pour la mais personne, il dit mais moi je... Non, il arrête quand il veut, donc c'est pas un problème. Et voilà, il n'a pas encore décidé, mais le jour où il décide, il oui, arrête. mais c'est pire que ça, c'est le déni, c'est carrément dire il y en a, ça va jusqu'au mensonge, je ne veux pas, etc. On planque tout et ça a une énorme dimension, hein, parce que c'est quand même les 3/4 des fois, c'est ça. Hein. Il y a des tas de gens qui ont été, on s'en est aperçu bien des années après, aussi. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un, effectivement, mais par contre l'amener doucement à consulter, quoi. Ça, nous ne pouvons pas. Quand on est trop proche, c'est quasi impossible. Puis là aussi, sauf à être là, quoi. Oui. Et puis encore, hein, si on pense l'addiction comme un symptôme, qu'est-ce que ça masque? On ne peut pas enlever ça comme ça. Mais bien sûr. Parfois, c'est beaucoup mieux, entre guillemets, le beaucoup mieux, hein, mais il y a des personnes pour qui être addict, c'est plus simple que d'affronter ce qui pourrait y avoir derrière. Et du coup, si on ne peut pas l'enlever comme ça, ça peut être très long. Ou pas. Ou pas. Mais ils peuvent, la personne peut avoir envie peut-être de... Enfin, ouais. Ah, tu veux dire on peut être conscient mais pas y arriver? Ouais, de dire de vouloir être aidé, de vouloir arrêter, mais de ne pas se lancer. D'avoir peur aussi. D'avoir peur et de... Parce que de dire faut que la personne elle veuille, mais des fois les personnes elles ont envie, elles le disent qu'elles ont envie, mais... Si elles le disent et qu'elles ne le font pas, ouais. Parce que c'est peut-être pas encore complètement prêt. Oui, parce qu'elles savent quand même inconsciemment ou consciemment que c'est un énorme travail. C'est que c'est pas justement qu'une question de produit, c'est qu'il y a tout un travail psychologique, retour sur soi-même, c'est un truc qu'il va falloir prendre et qui est très lourd, très difficile. Puis je crois qu'au-delà du travail, il y a peut y avoir parfois une espèce de terreur du vide, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Une espèce de gouffre derrière qui parfois peut terroriser un peu quand même. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas dire parce que c'est pas dans le truc qui se disent, mais voilà, on peut pas y aller, quoi. On peut pas y aller. Quand c'est pas le moment, on peut pas y aller, vraiment. Puis sur l'aspect festif, parce que moi j'en ai connu pas mal comme ça, avec le produit, c'est associé à des tas de moments festifs. Céleste est bien là-dedans, c'est pour ça que Céleste, moi je comprends pas comment elle passe d'un côté à l'autre, mais il y a tout ce qui est associé avec le produit. Ça c'est particulier avec l'alcool, parce que les gens qui arrêtent l'alcool, il n'y a plus de lien social parce que les potes c'était le bistrot. On ne peut plus aller au bistrot. Et l'alcool, il y en a partout, et ça, c'est très compliqué. Je voulais dire, ce que c'est déjà redondant, ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Juste que le produit, c'est une solution. C'est ça. Voilà, donc quand on nous enlève la solution, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est une solution. C'est une tentative de solution qui marche pas bien, hein. C'est pas une bonne solution, mais oui, c'est ça. C'est ça. Pour avoir moins mal, souvent. Sur l'histoire du manque, pour expérimenter le manque, rien ne vaut le produit. Parce
On passe autant à passer du plein au vide. Donc on est autant sur la question du manque, mais sans possibilité d'élaboration. Dans la série Redondance, je dirais que c'est une solution à l'angoisse. Et que on peut considérer que les personnes qui rentrent dans des processus d'addiction, ce sont des personnes qui vont jusqu'à toucher des angoisses de mort. Au point qu'elles vont se rencontrer avec des produits qui peuvent l'amener elles-mêmes à la mort physique. C'est d'abord l'angoisse psychique qui amène et qui produit cette question du rapport à un produit qu'on appelle l'addiction. Mais c'est ce qui me fait dire que la question qu'on a longtemps débattue, de on commence par un verre, par un petit joint et après on finit, ça fonctionne pas comme ça parce que c'est quand même quelque chose de bien particulier, l'addiction. Après, on peut se mettre très en danger avec des produits, etc. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais l'addiction, c'est un autre processus pour moi. Oui, excuse-moi. Une personne qui est consommatrice ou même ou addict, souvent dans la drogue dure en général, mais même n'importe laquelle, souvent l'entourage de cette personne se peut d'être aussi soit consommatrice ou addict. Et à ce moment-là, se couper du produit, c'est aussi du coup, revient à se couper de ses amis. Bien sûr. Et ça peut être c'est compliqué. Une étape de plus, enfin une complication. Parce que le produit peut faire lien social aussi. Bien sûr que le produit peut faire lien. Ce qui est, moi j'ai... D'où l'idée du groupe, ouais. J'avais animé des groupes de parole pour femmes. Et pour beaucoup de femmes, ce qui pouvait les faire arrêter, c'était les enfants. Quand une femme disait que le matin est obligé de boire pour servir le petit déjeuner à son enfant parce que sinon elle trempe trop, ça peut devenir très problématique. C'est pour ça que la question de l'enfant dans le film aussi, ça peut avoir une part. Au moins, il y a quelqu'un qui doit compter sur moi et pour cet enfant, je vais pouvoir. Donc des fois, il y a des solutions comme ça. C'est pour ça que des fois, il y a du côté des femmes et des hommes, c'est pas tout à fait la même chose qui se joue, notamment par rapport au poids culturel du produit. L'alcool chez les hommes, ça peut être associé entre copains, virilité, etc. Chez les femmes, c'est tout autre chose. Donc on voit qu'il y a aussi une dimension culturelle et sociologique qui fait que ça surajoute aussi au cas par cas dans le fait de rester ou d'être plus sujet à... Ouais, je voulais poser juste une question. Est-ce que on dit que bon voilà, il y a un problème psychologique, tout ça, donc là ils vont prendre de la drogue, mais enfin pas forcément, mais est-ce qu'il y a certaines drogues dures qui peuvent amener à donner des problèmes psychologiques Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attends, non mais Eden en a un peu parlé. Alors la seule vraie question, c'est qu'est-ce que c'est une drogue dure? Parce que qu'est-ce que c'est? Donc s'il n'y a pas une drogue dure, l'autre elle serait comment? S'il y a une drogue dure, l'autre elle est comment? Elle est molle, elle est douce, elle est quoi? Elle est douce. C'est cool douce hein, mais en même temps, c'est vachement bien. Alors c'est laquelle qui est douce? Moi j'en veux. Celle qui est la plus addictive. C'est quoi ecstasy? C'est dur ou doux? Non, mais par rapport, pour toi? La question c'est par rapport à ce que ça fait dans le cerveau. L'ecstasy, ça crée des hallucinations. L'ecstasy ne crée pas d'hallucinations normalement. Pas vraiment. Qui peuvent créer en tout cas, parce que des fois on alors, oui, mais des hallucinations, c'est pas... C'est là, non mais c'est là où effectivement le produit il prend du sens. C'est que selon les produits, il se passe pas les mêmes choses. Après, juste 2 mots sur la question dur ou doux. Il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce. Hein. Ce qui est dur ou doux, c'est la relation qu'on a avec le produit. Le produit en lui-même, l'OMS avait essayé il y a très longtemps de classifier les drogues. Donc ils avaient dit une drogue dure, c'est une drogue où on peut avoir une dépendance, où il y a un effet de tolérance, c'est-à-dire il faut en prendre de plus en plus pour retrouver l'effet initial. 3e chose, il faut qu'on puisse mourir en une seule prise. S'il y a ces 3 critères, c'est une drogue dure, sinon c'est une drogue douce. Super, on commence. L'héroïne, dépendance, tolérance, on peut mourir en une prise, drogue dure. Cannabis, dépendance, tolérance, on ne peut pas mourir en une seule prise, drogue douce. LSD, pas de dépendance, pas de tolérance, on ne peut pas mourir en une seule prise, drogue douce. Mince, c'est compliqué quand même parce que c'est vachement violent le LSD. Alcool, dépendance, tolérance, on peut mourir en une seule prise, drogue dure. Et on arrive à des choses comme ça qui font que la drogue la plus consommée dans quand même pas mal de pays, c'est une drogue dure. Donc ça n'a pas de sens en fait. Hein. Ça n'a vraiment pas de sens. Maintenant, c'est évident
que selon les produits, va y avoir des effets. Alors, on parle souvent par rapport au délire. Oui, moi je pense qu'il y a des décompensations. Alors, soit il y a un comportement un comportement délirant pendant qu'on prend le produit et ça redescend après, tout rentre dans l'ordre. Ce qu'on sait bien, c'est que parfois, certaines prises de produits vont déclencher des maladies qui étaient présentes. Hein, mais ça n'arrive pas à n'importe qui, il faut qu'il y ait une structure psychique et même préexistante. Maladie psychique et cannabis, par exemple, il y a une étude américaine qui montre que c'est la schizophrénie qui amène au cannabis et pas le cannabis qui amène à la schizophrénie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui se traitent avec le cannabis. C'est de l'automédication. C'est de l'automédication. C'est de l'automédication. Lorsqu'ils arrêtent, en général, ils se retrouvent en psychiatrie. Alors, pas tous, c'est loin de là, hein, mais certains peuvent le prendre comme un traitement et ça marche pas mal. Ce qui pose un gros problème par rapport à l'égalité d'ailleurs. Mais même sur d'autres maladies, le cannabis. Oui, mais c'est pas pour les mêmes effets. Après, c'est des effets pour la douleur, etc. C'est autre chose. Le fameux cannabis thérapeutique. C'est vrai qu'il y a une structure à la base déjà bien. C'est ça. Avant la prise du produit. Et le produit peut être celui qui fait basculer ce qui aurait basculé autrement. Ça, c'est important. Bien sûr. C'est pas n'importe qui va rester. Ou alors j'ai envie de faire moi j'attends qu'on ait fini, je ne veux pas rompre. Non, c'est juste que moi j'entends beaucoup de jeunes aussi qui sont en ce moment, dans cette période de notre histoire, qui sont extrêmement angoissés par l'avenir et pour qui les drogues représentent une façon d'oublier un petit peu et de gérer cette fameuse angoisse. Et je pense, on parlait tout à l'heure du côté culturel, sociologique, au-delà de l'histoire personnelle, et je pense que ça se surajoute encore, et qu'en France, effectivement, on est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, et c'est pas un hasard si aussi on est un des pays où on consomme le plus de marijuana, notamment, et de drogue. Et je pense que ça, justement, c'est pas tellement géré aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être un petit peu mieux géré. Mais bon, là, ça devient... Ça serait géré par des gens eux-mêmes consommateurs, enfin... Juste, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même le fait que la plupart des parents travaillent tous les deux et que très souvent les enfants se retrouvent seuls, le fait que l'école, moi par rapport à ce que j'ai connu, je trouve que l'école est devenue très violente. Il y a beaucoup de violence en fait envers les jeunes, et je pense que la croissance de consommation, en tout cas, sinon d'addiction, peut être liée à cette angoisse profonde par rapport à l'avenir qui semble vraiment boucher pour énormément de jeunes, y compris des jeunes de milieux privilégiés. Moi, c'est ça qui m'a frappée. Voilà. Alors, il peut y avoir ça, et puis il y a aussi le souci de performance, parce que maintenant il faut être performant, et la cocaïne est utilisée dans le milieu du travail sur la performance. Pour la performance. Oui, mais ça c'est pas nouveau, on sait que chirurgien, on sait que il y a un certain nombre de professions et dans le milieu politique en particulier. Parce qu'il y a des tas de gens, on a tendance à focaliser sur les gens qui sont désocialisés à la rue, tout comme dans le film. Il y a des tas de gens qui ont des vies, voire célèbres, dans le milieu du spectacle et tout, et qui sont des consommateurs addicts d'alcool, de produits, et qui arrivent à faire une vie... Oui, voilà, mais comme vous disiez tout à l'heure, ceux-là, à la limite, c'est pas un problème pour eux. Bon, on ne sait pas. On n'en sait rien. De quoi c'est un problème pour eux? Parce qu'ils travaillent, qu'ils gagnent de l'argent, c'est pas un problème. Non, mais c'est pour la performance, je veux dire. Ils viennent consulter aussi quand même. Eh ben, ils peuvent venir consulter. Moi, il me semble que cette angoisse par rapport à un avenir qui paraît vraiment très effrayant, on n'en parle pas beaucoup, et je pense que la drogue est vraiment... Mais non, mais t'as raison. On est dans une... C'est pas trop violent, c'est pas un pays pas mal.
on va voir plus consommer. Il y a des piles qui vont très bien et ils consomment dans le micro. Ça dépend de ce qu'on appelle très bien et très mal. Oui, c'est pas parce qu'on vit une période un petit peu difficile qu'on va se dire qu'il y aura plus d'angoisse et que du coup on va plus consommer pour masquer cette angoisse. Tout le monde angoisse, et c'est pas pour ça que tout le monde va prendre des produits pour gérer cette angoisse-là. C'est ce qu'on disait à la sortie du collège. Ça se pointe sur l'avenir de la vie. Non, ça vient pas du contexte. On en trouve dans des villages, bassin de Saint-Tropez, quand on traite les gens, on voit qu'il y a des gros problèmes. Pourtant, au niveau familial, tout ça, ça tient vraiment la route. C'est pas lié au contexte, c'est ça qui est important. Il peut y avoir des milieux privilégiés, mais je veux dire, l'avenir là qui se présente pour la planète entière, il n'a jamais été aussi angoissant de toute une sorte. Mais ça n'a rien à voir avec l'angoisse qui va te mener à aller consommer une drogue. Non, mais pour les jeunes, si, il y a des groupes de jeunes qui consomment massivement maintenant, et dans le teuf et autres. Et je pense que c'est quand même quelque chose de nouveau. Non, je pense pas. Non, on a toujours consommé des drogues. Depuis les années 90, on trouvait de la drogue partout, même dans les plus petits villages reculés, de l'héroïne. C'est-à-dire que c'est pas le même contexte. Non, là où je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que il me semble qu'on est dans une période. Alors c'est pas la période là, Gilets jaunes et compagnie. Hein. On est dans une époque où les choses vont de plus en plus vite, où là, effectivement, il faut des performances, mais ce n'est pas la question de l'angoisse, c'est la question du rythme, moi, il me semble, où d'un coup, on a un peu... il faut aller vite et aller bien. C'est ça, maintenant, ce qu'il faut pour être bien. Alors, c'est pas une question de milieu, c'est pas une question de contexte social, c'est pas tout ça, mais il faut aller vite, il faut aller bien, et quand même, ce que je disais tout à l'heure, ça va vachement plus vite de prendre un cacheton que de faire un an de thérapie. 1 an par cacheton. Hein, t'imagines. Donc, peut-être c'est un peu trop, 1 an par cacheton. Peut-être c'est un peu trop. Bon, d'accord. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que, et puis c'est la tendance actuelle, les psychiatres ont tendance à cachetonner beaucoup plus qu'à écouter. Enfin, si vous êtes une personne âgé et que vous n'allez pas bien, on va vous dire c'est normal. Mais si vous êtes une petite jeune un peu fragile, pas bien, vous allez voir le docteur en disant ça va pas du tout, j'arrive pas à dormir, on va pas vous dire allez voir un psy. Hein. On va vous donner un peu de quoi dormir, vous en prenez pas trop, vous en prenez... Voilà, parce que l'époque actuelle, elle est là-dedans. On est dans aller vite, dans la consommation. Et là-dessus, moi je suis d'accord avec toi. Après, là je suis d'accord, c'est pas la question du contexte. On sait bien que c'est pas dans les périodes de plus grande tension qu'il y a le plus de consommation. Oui, et puis plus ça va vite, plus on va changer d'objet aussi. C'est pas pendant la période de guerre, par exemple, il y a plus de consommation. Par contre, oui, il y a une accélération de la médication, d'une façon générale. C'est comme des crises, s'il se passe quelque chose, on mais peut là, pas on est dans une latence. On arrête le débat si c'est un débat qui ne fonctionne pas comme doit fonctionner un débat. Le débat, c'est on lève la main, on attend le micro et on pose sa question. Excusez-moi, mais il faut... C'est moi encore, non? Qui a le micro? Plus personne n'a le micro? Oui, je suis désolé. Je suis passé à autre chose. Peut-être on va s'arrêter, non? Ouais. C'est bon, c'est bien. Peut-être on va s'arrêter, non? On va s'arrêter là? Bah, je sais pas. Sauf s'il y a la question qui n'a pas été posée. Quelqu'un, elle va rester en Dany a préparé son texte. Ah, bah voilà. Fallait le dire. On va écouter Dany avant de se quitter. Je t'en prie. Tu vas prendre le micro de Mylène. Bon, pendant que Dany se met en place, eh bien, je souhaite... Nous remercions Mylène pour son intervention. Et puis, j'ai oublié le nom de ton collègue. Michel. C'était pas prévu en plus. Michel. Merci Michel d'avoir au pied levé remplacé le deuxième intervenant qui nous a posé un lapin. Merci à vous et bon bah c'est 2 minutes et demie là, je me suis amusé en vous écoutant donc j'ai écrit donc ce que vous allez entendre. Un cadeau céleste, une écharpe de soie pour toi, maman. Dépendance, danse, entrer dans la danse. Méthadone, je mets la mienne.
Parole, parole, la voix du cœur. Médicament, médicalement, plus aliéné, trouver le lien. La vache, addictée à l'herbe. Alcool, alcool, cool, cool, pas cool, pas cool. J'ai eu mon baclophone, mention bien. Garçon, garçon, s'il vous plaît, l'addiction, je comprends pas. La famille manque de père, de repère. La famille, musique du cœur. Du produit au prodige humain. Rencontre, rencontre, rend pour. Avance, avance. Suicide, suicide. C'est cornélien. Vous avez suivi là? Suicide, le cide. Consommation, consommation. Accro au caddie, aux tablettes. Toxico, toxico. De l'addict à la dictature. Par le fric, l'Afrique. Dealer, dealer de colle à l'école, je te rejoins à la sortie, chiche, chiche, ah, chiche. Dealer, dealer, remettre la montre à l'heure. Militaire, militaire, pas se taire. Passe à l'armée, mon général, faites un tabac. Au premier shoot, droit au but, rien à foutre. La loi de bonne à loi, pas au pas de loi. La drogue en douce, ça dure, ça dure. C'est pour les drogues douces. Hein. C'est le produit national brut qui manque le moins. Dors, dors, petit enfant, dors, tu n'es pas drogué encore. Merci. Merci Denis. Merci. Merci beaucoup Denis pour ce dernier slam de l'année. Bon, ben, en parlant de fin d'année, je me permets, au nom de l'équipe des Ciné Débat Citoyens, pour tous ceux qui sont venus ce soir, et pour les autres aussi, bien entendu, qui n'ont pas pu venir, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bien en profiter, en espérant que 2019 fasse apparaître des choses nouvelles. De nouvelles taxes. De nouvelles taxes, peut-être, comme dirait Louis. Bon, alors, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, nous nous retrouvons peut-être, si vous voulez bien, pour notre Assemblée Générale le 11 au Canton des Anciens, qui est juste en face, là, à côté, là, de l'autre côté de la cour. Et à 19h, hein, c'est ça. Et puis, notre premier ciné-débat de l'année 2019 sera le jeudi 17 janvier, avec, sur le thème cyberguerre entre États, nos économies sont-elles menacées? Et nous projetterons pour cela un documentaire qui s'intitule La guerre invisible. Voilà. Voilà, voilà. Bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et encore merci d'être venu.